Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Viallon, partenaire chez Scale2Sell. Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession, d'acquisition ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leur stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. Euh, Vous le savez peut-être, j'ai été dirigeant d'une société pendant 10 ans, une société que j'ai cofondée avec deux associés. Et aujourd'hui, j'ai décidé pour cet épisode de m'auto-interviewer. Alors, je ne suis pas dans une vraie auto-interview. J'ai Audrey avec moi, qui est une ancienne salariée, qui a accepté de prêter sa voix à différentes questions que les anciens salariés et des salariés actuels ont choisi de me poser de façon à documenter cette aventure qu'avait été Stardust pour moi pendant 10 ans. Alors merci Audrey de jouer le jeu et de prêter ta voix à ces différentes questions. Merci à toi. Alors, première question, est-ce que tu peux revenir sur les grandes étapes de l'aventure Stardust et notamment sur les points difficiles rencontrés à chaque grande étape? Alors, c'est une question que j'aime bien et que j'aime bien poser à mes invités. Stardust, c'est une société qu'on a créée en 2010. Enfin non, on a créé la société en 2011 et le projet a démarré en 2010. En 2010, moi, je travaillais déjà dans une société qui faisait du test, qui avait une petite division test, qui s'appelait Mobile Distillery. J'avais été un des tout premiers salariés. J'avais rejoint cette société en 2005. Et après 5 ans dans cette société, moi, j'avais toujours aspiré à devenir entrepreneur. Et le projet de reprendre l'activité testing a été un moment possible. On n'a pas trouvé d'accord et c'est à ce moment-là que l'aventure s'est lancée. Avec une difficulté particulière qui était de ne pas approcher nos anciens clients. Et donc ça, c'est un engagement qu'on a dû tenir pendant 3 ans de mémoire, même si la société a disparu entre-temps. Euh, et très vite, en fait, on a fait beaucoup plus de tests que ce que cette activité de test pouvait proposer, vu qu'on, si ma mémoire est bonne, à la fin de la première année, on était à peu près à 350 000 euros de chiffre d'affaires, quand l'activité qu'on voulait reprendre au moment de l'étude du projet était à 170 000 euros. Donc ça, c'était la première année était assez structurante parce que c'est l'année dans laquelle on a appris notre rôle d'entrepreneur, on a appris notre rôle de manager. Je ne suis pas parti seul, je suis parti avec Delphine qui était une de mes collègues et Guillaume qui était un de mes prospects. Et puis on a embarqué quelqu'un qui gravitait autour de cette société qui s'appelle Richard et qui était le premier salarié qui, à ce que je sais, est toujours aujourd'hui en poste. Le premier jour, on a recruté aussi quelqu'un d'externe qui était un premier salarié. Ça, c'était une étape, enfin, qui était le second salarié. Ça, c'était une étape majeure. Euh, la société s'est développée et je dirais que pendant les 3 premières années, on a eu une croissance correcte. On a fait probablement à cette époque une première erreur qui était celle de développer, en même temps qu'on développait du service, on a cherché à développer un produit pour soutenir un peu notre croissance, qui était un outil de M réputation. Donc, le métier de Stardust était de proposer au départ du test d'application mobile. Et on pensait qu'en développant un outil qui nous permettait d'analyser les commentaires que les utilisateurs laissaient dans les stores, on allait pouvoir justifier notre valeur auprès de nos clients. Cet outil, c'était une bonne idée, mais en fait, il nous aurait fallu beaucoup de fonds pour être capable de l'amener à un niveau où ça puisse être un produit utilisable par des personnes externes. Donc, au bout de 3 ou 4 ans, on a décidé, au bout de 3 ans, même si je ne dis pas de bêtises, on a décidé de le tuer et de passer sur autre chose, de se concentrer surtout sur l'activité service, qui était l'activité qui permettait de tout financer et qui permettait à la société de se développer. Il y a eu une étape majeure dans le développement de la société, qui était l'ouverture d'un bureau à l'étranger.
Ce qui s'est fait de façon assez fortuite. On était 3 associés. L'histoire personnelle de Delphine l'amenait à devoir déménager au Canada. C'était un endroit qui était propice au développement de l'activité de testing, notamment pour la partie jeux vidéo. En tout cas, c'est ce qu'on pensait au départ. Euh, Ça s'est bien passé. Il a fallu un certain temps avant qu'on trouve la recette magique pour se développer au Canada, mais c'est arrivé assez vite. Ça, c'était la deuxième étape. Après, la troisième étape dans le développement stratégique de l'entreprise, c'est quand on a accéléré sur la partie régie. Ça s'est arrivé à partir de 2015. On a eu de plus en plus de clients qui nous demandaient, au lieu de faire des tests dans nos locaux, dans ce qu'on appelait le lab, de faire les tests depuis leur bureau. Et ça, c'est arrivé à partir de 2015. On a dû déléguer des personnes dans les locaux de nos clients. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'à la fin, c'était une activité qui représentait 50% de l'activité de la société. Mais surtout aussi, c'était une activité qu'on avait réussi à rapatrier dans nos locaux. Et ce qui était intéressant par rapport à la culture d'entreprise, c'est qu'on pouvait plus fédérer les équipes quand elles étaient dans nos bureaux que quand elles étaient à l'extérieur. Euh, et après, il y a encore eu une autre étape dans le développement de la société, c'est qu'on n'a pas oublié le côté produit qui nous intéressait. On était limité par le nombre de ressources qu'on pouvait engager et puis par les capacités de test qu'on pouvait avoir. Et là, Guillaume, qui était donc le troisième associé, lui a décidé de porter au sein de la société un projet de plateforme, une plateforme de crowd testing, donc où on déployait des tests à travers une communauté de testeurs qui était répartie un peu partout sur la planète et qui nous permettait d'adresser des projets internationaux pour nos clients. Nos clients, c'était principalement des grandes marques de luxe, c'était des personnes qui avaient besoin de faire des tests en France, mais aussi à l'étranger, par rapport à leurs utilisateurs. Et donc, dans ce cas-là, on a été capable, avec cette plateforme, d'adresser un nouveau marché. Et là où c'était assez intéressant, c'est que la plateforme, sur la dernière année, alors quand je dis la dernière année, c'est la dernière année avant la vente, vu que cette société, elle a été vendue en 2020, représentait peut-être un bon tiers de l'activité. En tout cas, il y avait une partie croissante de l'activité qu'on déployait sur cette plateforme et en intelligence aussi avec les équipes internes, de façon en fait à pouvoir continuer de grandir sans être obligé et en ayant la flexibilité par rapport aux équipes de la disponibilité interne. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières dans ces 10 ans de Stardust standalone? Je dirais oui, il y en a eu plusieurs. Je pense enfin, il ne faut pas l'oublier qu'on est avant tout une entreprise euh, de service. Une entreprise de service, ça dépend sur des hommes. La plus grande difficulté, c'est de réussir à bien faire communiquer les hommes. Je pense qu'il y a une grosse part de difficultés qu'on a été amené à rencontrer, que étaient des difficultés de communication, que ça soit des difficultés liées à ma communication par rapport à mes associés, la communication de mes associés vis-à-vis de moi. Ça, c'était indéniable qu'il y a eu de temps en temps des frictions. Et je pense que c'est propre dans toutes les aventures entrepreneuriales, à un moment ou à un autre. Il peut y avoir des difficultés à échanger. Dans la vie, on a ces difficultés-là aussi. Il faut arriver à balayer dans sa porte et c'est pas forcément facile de voir la responsabilité qu'on peut avoir. Ça a été aussi des difficultés de communication avec certaines équipes à certains moments. Voilà. Je pense qu'il y a aussi une chose qui était difficile et que j'ai vu qu'après, qui était la fatigue. En tant que dirigeant, même si on est des associés à un moment ou à un autre, on est relativement seul pour prendre des décisions. On doit prendre des décisions souvent. Et c'est fatigant et on n'en a pas forcément conscience. Et ça m'a amené aujourd'hui, dans mon aventure actuelle, à accompagner des dirigeants dans leur prise de décision. Euh, voilà, je dirais les grandes phases, les difficultés. On va revenir sur le parcours et pourquoi à un moment ou à un autre on a été amené à adosser cette société. Mais voilà les grandes phases. Je dirais, pour faire la transition avec l'étape d'après sur pourquoi on a vendu, c'est qu'à un moment ou à un autre aussi, on est la propre limite de notre organisation. Et à un moment, en 2018, on s'est posé la question avec nos actionnaires de préparer l'étape d'après. Dans la préparation de l'étape d'après, il y avait la possibilité de lever des fonds ou la possibilité de s'adosser. Et on n'était peut-être plus les bons dirigeants. Et c'est ça qui nous a posé à un moment ou à un autre, qui nous a fait réfléchir à se dire qu'il fallait partir dans un processus d'adossement. Ok. Et du coup, avant ce processus, tu parlais de la croissance d'activité, des différents modes de delivery que vous aviez développés, diversifiés.
Est-ce qu'il y a des clients à l'époque qui ont été accélérateurs de certains business ou de certaines décisions, justement? Alors c'est encore une question que j'aime bien poser à mes invités. Oui, il y a des clients qui ont été clairement des accélérateurs de business, parce qu'ils ont été soit structurants, soit ils ont été des références qui parlent. Heu, les clients qui font le plus progresser, c'est les clients qui sont exigeants. Les clients qui amènent à sortir de zones de confort. Les maisons de luxe, dans ce cas-là, ont été des très bons clients pour nous aider à nous structurer. C'est parce que des maisons de luxe nous ont posé la question d'héberger des salariés dans nos propres locaux qui leur étaient dédiés qu'on est parti sur des centres de services. C'est parce qu'on a eu des clients qui nous ont challengé sur du test à l'international qu'on est amené à se poser la question de la plateforme de crowd testing. Donc oui, il y a eu des clients qui étaient des accélérateurs. Au tout début, aussi, il faut se rappeler ce qui a pu être des clients références sont, enfin, comment dire? Des clients qui font confiance, et qui sont dans une taille, déjà significative, sont, peuvent permettre d'évangéliser le marché. Au tout début, on a eu, comme, client, Logikimo, c'était une référence qui parlait. C'est pas une référence avec qui on a continué de travailler pendant très longtemps parce que le groupe a rencontré aussi des difficultés. Mais oui, c'était un client qui parlait et qui était une référence et qui nous avait permis, de partir tout de suite dans une offre de service qui partait et qui parlait, à d'autres, voilà. Ok. Tu parlais tout à l'heure de la facilité à fédérer les équipes quand elles sont davantage au bureau et ensemble. Donc ça nous fait penser à une thématique de tout ce qui est collaborateur et vie d'entreprise. Est-ce que toi, chez Stardust, vous aviez mis une culture d'entreprise particulière? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous confier sur ce sujet-là? La culture d'entreprise, je pense que c'est quelque chose de très compliqué à expliquer. C'est quelque chose qu'on vit et moi, je dis toujours aussi qu'une culture, quand elle est écrite ou quand tes valeurs sont écrites, c'est pas forcément qu'elles sont vécues. Je pense que tout le monde ne partagera pas ce que je vais dire, parce que chacun a eu sa propre histoire avec l'entreprise. Moi, je dirais qu'il y a eu beaucoup de il y a eu des choses positives et des choses négatives dans la culture. Une des choses que je trouve le plus négative, c'est qu'on n'a pas été capable de fêter les succès et la meilleure preuve, c'est qu'on n'a jamais fêté la vente. Le covid est arrivé et a empêché, cet événement, mais on l'a jamais rattrapé après. On a très peu fêté les succès commerciaux. On faisait des moments sympas pour partager ensemble, que ce soit, à l'occasion des fêtes, à diverses occasions annuelles, dans l'année. Mais voilà, on n'avait pas un esprit de fête qui était, on n'avait pas un esprit de fête dans l'entreprise qui était largement déployé. Pour autant, les gens se voyaient en dehors de l'entreprise, et faisaient, à ce que j'ai appris, des soirées ensemble, des jeux ensemble, du sport ensemble. Donc c'est qu'on avait réussi à créer quelque chose d'extra société. Et ça, c'était une bonne chose. Je pense qu'il y a eu, comme je disais, on était une activité humaine, donc à un moment ou à un autre, il faut fédérer les hommes. Il y a toujours une difficulté qui se crée, c'est par rapport, au salaire où on est dans une équation qui est jamais évidente à gérer, entre les aspirations d'un côté et la nécessaire rentabilité de l'autre. Donc là, c'est probablement un point de crispation par rapport à la culture que certains ont pu vivre. Après, je pense qu'il y avait beaucoup d'écoute. Il y avait beaucoup d'écoute de la direction vers les managers, des managers vers leurs équipes, beaucoup d'attention et une volonté d'intégration assez large. Heu heu, on a vraiment eu, de la direction jusqu'au plus bas, une volonté d'intégrer des personnes différentes. Heu j'ai eu on a porté plusieurs chantiers autour du handicap, et c'était un choix qu'on avait mis en place je ne vais pas dire depuis le début, mais sur lequel on a toujours été on a été sensible. C'est des sujets qui nous ont toujours été, qui nous étaient sensibilités. Bon bref, je dirais qu'en fait, il y avait une certaine culture de la bienveillance, dans la société et aussi vis-à-vis des clients. Je pense qu'on a été, par rapport à nos clients, plutôt mieux-disants que moins-disants et plutôt flexible parce qu'en fait, on savait qu'on était en bout de chaîne et que souvent, on était une variable d'ajustement, mais on le vivait comme ça.
Ok. En 2018, tu nous en parlais, vous êtes posé la question d'un futur événement capitalistique, que ce soit une levée de fonds ou peut-être un adossement. Est-ce qu'en vue de cette structuration qui est nécessaire, vous avez mis en place certains changements, notamment en termes d'outils? Alors en fait, je pense qu'il y a eu il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des outils, il y a eu des recrutements. Il y a des recrutements qui te permettent de passer un cap. Faut en revenir un petit peu avant 2018, 2016, quasiment dans la même semaine, ou dans les 2 semaines d'écart, on a été approché par 4 ou 5 sociétés qui étaient intéressées pour nous racheter. Euh, C'était super excitant. Malheureusement, en fait, quasiment toutes dans la même journée ont décliné, l'offre. Et là, il y a eu un ascenseur émotionnel qui était assez, dingue, et qui était pas forcément, je suis peut-être celui qui l'a le plus mal vécu parce que je m'étais projeté, en faisant cet exercice de répondre à leurs questions. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait, effectivement, plusieurs trous dans la raquette et que l'entreprise qu'on aimait bien n'était pas forcément sexy, ou en tout cas sexy au point que, certaines personnes veuillent formuler une offre de rachat ferme. Hem, je pense, du coup enfin, c'est pas je pense, c'est que, du coup, on a mis en place des chantiers pour, préparer la société à passer, différentes étapes. Il y a eu un recrutement que moi j'ai trouvé, majeur, même si je rejoins ce que disait Romain Vacher, à ce micro, c'est que tous les recrutements sont stratégiques. Heu, mais hem, mais ouais, il y a un recrutement qui a changé la donne en termes de prédictibilité du business. C'est le recrutement d'une DAF qui nous a aidé à structurer sur cette partie-là et avoir plus de visibilité, d'avoir une visibilité financière qu'on n'avait pas forcément avant, enfin même qu'on n'avait pas du tout avant, vu que dans les périodes de doute, on a quand même eu des grosses périodes de doute en termes de trésorerie, qu'on garde pour soi et qu'on partage pas forcément. Mais ça, voilà, ça a été un recrutement qui était stratégique. Et après, on a mis en place des outils pour suivre différentes choses. On a eu des outils de suivi de rentabilité pour la partie opérationnelle. On a mis eu des outils de gestion du pipe commercial. On a eu plusieurs CRM dans la vie de la société. D'abord, un très gros Salesforce qui n'était pas adapté à la taille de la société. Ensuite, Pipedrive qui était adapté, agile, mais qui ne nous permettait pas de faire vraiment autre chose que de la gestion de notre pipe commercial. Et puis ensuite, on a basculé sur HubSpot avec du marketing automation pour avancer et pour informer nos clients et pour les faire grandir sur nos problématiques. Il y a eu un deuxième recrutement stratégique à ce moment-là aussi, c'est que quand à un moment ou à un autre, on a pris un directeur marketing qui nous a fait passer un cap, qui a positionné la société sur une communication qui était une communication, je dirais, de l'étape d'après, ou dans le sens où il a positionné la société déjà parlant à des acteurs et ayant le discours d'une société beaucoup plus grosse que ce qu'on était réellement. Et ça a été, ça a été quelque chose de très important. Après, il y a eu dans les recrutements stratégiques, le recrutement de quelqu'un dédié à la gestion des ressources humaines et uniquement à la gestion des ressources humaines, ça a changé aussi la donne. Ça a permis aux collaborateurs de mieux se retrouver, de renforcer la culture d'entreprise et la culture d'une évolution de la société. Parce qu'on a mis des process, parce que des choses qui étaient faites souvent de façon artisanale sont devenues de façon plus industrielle. Donc ça, c'était un recrutement qui était important. Puis après, au niveau de la production, on a passé avec vous différents caps. D'une production où on apprenait notre métier, parce que même si on connaissait les métiers du test par rapport aux applications mobiles, on a progressé progressivement avec d'abord des consultants externes, puis des organismes externes sur la partie qualité, de façon à être meilleur dans notre discours et être capable de proposer d'autres choses. La partie gestion de production, la partie aussi de notre offre commerciale euh, qu'on a fait évoluer pour être capable de proposer plus de services et proposer des missions plus intéressantes aux salariés. Et puis dans la production, bah, il y a eu différents managers de la production qui ont apporté chacun je dirais la bonne touche au bon moment.
C'est que des personnes qui géraient la production au tout début, aux personnes qui la géraient à la fin, il y a eu progressivement, différents, chantiers qui ont été mis en place de façon à animer les équipes et à ce que tout le monde puisse, comprendre, où est-ce qu'on en était de la production, où est-ce qu'il y avait des projets qui étaient, en avance, où est-ce qu'il y avait des projets qui étaient en retard et quels étaient les risques qu'on pouvait rencontrer dans les projets qu'on était amenés à gérer. Donc là aussi, bah, effectivement, ça a été sur la direction de production, il y a eu différents, recrutements stratégiques qui se sont passés. J'ai une question qui est revenue plusieurs fois sur le process de décision. Comment on sait que c'est le bon moment? Pourquoi toi tu as senti que c'était à ce moment-là qu'il fallait vendre? Est-ce que c'est parce que l'entreprise était arrivée, selon toi, à son potentiel maximal? Est-ce que c'est un alignement des planètes dans la vie personnelle et la vie professionnelle? Alors je pense que non, l'entreprise n'était pas arrivée à son potentiel maximal. Au contraire, on était arrivé, pour moi, à un moment où il fallait accélérer. C'est pour ça qu'on avait envisagé de lever des fonds. Hem, il y avait beaucoup de choses, il y a des choses qu'on n'avait pas réussi à faire, notamment, c'était comment on pouvait se déployer sur des grands comptes, des plus grands comptes et être, plus profond dans ces comptes-là. Où il y avait un deuxième chantier qui était comment on pouvait, accélérer à l'international. On avait fait des tentatives de percer en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. On avait des succès, mais on n'avait pas un playbook qu'on pouvait démultiplier et la recherche d'un partenaire a surtout été, à ce moment-là, orientée, se dire: «Comment on peut accélérer le déploiement de la société?» Parce qu'en fait, on a atteint un palier qu'on n'arrive pas à franchir. On était une petite centaine, non au moment où on a démarré moment où on a démarré la réflexion, on n'était pas une centaine. On avait passé le cap des 50, on était encore sur un bon rythme de croissance, mais on n'arrivait pas à pass voi on sentait qu'on allait arriver à notre limite. La partie, pourquoi on est parti plus dans un processus d'adossement que dans un processus de levée de fonds? C'est qu'à un moment ou à un autre, on s'est dit qu'il faudrait lever trop de fonds pour aller, pour en fait réussir à s'imposer et que de partir vers un partenaire industriel nous permettait de, ne pas redémarrer de zéro et d'aller plus vite que de le faire tout seul. Heu, Ça, c'est quand tout se passe bien. Dans la pratique, c'est plus compliqué parce qu'il faut arriver à comprendre qui sont ses interlocuteurs et dans notre cas, ça a été plus compliqué vu que le covid est arrivé par là et que, moi, je m'étais projeté dans ma tête, à une semaine par mois en Belgique, et une semaine par trimestre, à l'étranger. Et qu'en fait, j'ai juste été, 2 jours au Luxembourg en 2 ans d'accompagnement. Donc pour moi, l'entreprise n'avait pas du tout atteint son potentiel. Au contraire, on pouvait accélérer, on avait tous les voyants qui permettaient d'accélérer. On n'a pas réussi à le faire. Ça, c'est une autre histoire. Mais à ce moment-là, c'était p maintenant en post-rationalisant, je pense, qu'il y a aussi une chose, c'est que moi, j'atteignais vraiment mes limites, que j'étais, plus forcément le bon dirigeant. En tout cas, je n'étais pas forcément dans tous les bons rôles et qu'il y avait personne pour me le dire. Ou que personne me l'a dit franchement, ou il y a personne qui m'a mis face à mes responsabilités, pour me dire: «François, là, il y a cette partie que tu gères, il faut peut-être plus que tu la gères, il faut peut-être que tu te concentres uniquement sur celle-là». Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui a effrayé certaines personnes dans le processus. C'est qu'il y avait un business qui était encore très dépendant de moi, et qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas complètement structurées et voilà. Ok. Et une fois que la décision est prise, comment on évalue la valeur de son entreprise? Est-ce qu'on se fait accompagner? Par qui? Comment ça se passe? Bah, nous, chez Stardust, on a choisi de se faire accompagner. On avait déjà, quand on avait été approché en 2016, commencé de discuter avec des personnes pour nous accompagner. Comme le processus n'a pas avancé, on a arrêté. Mais oui, on s'est fait accompagner parce qu'effectivement, on n'est pas forcément les bonnes personnes, pour jouer ce rôle. On n'est pas au courant de tout ce qui se fait, de toutes les bonnes pratiques de marché.
Donc nous, on s'est fait accompagner par une banque d'affaires, eCap Partners, dont j'ai invité Paul sur ce podcast à s'exprimer. Paul, qui est la personne qui nous a accompagnés sur la fin du processus. Euh, c'est eux qui nous ont permis aussi de voir quelle était la valeur. Mais la vraie valeur, en fait, c'est celle que quelqu'un est prêt à payer. Euh, on peut avoir une valeur psychologique, on peut penser qu'on vaut beaucoup plus, on peut penser que nos actionnaires et nos investisseurs nous valorisent à tel prix. Maintenant, le vrai prix d'une société, c'est le prix que quelqu'un est prêt à payer. Et tout dépend de ce qu'on apporte. Et nous, ce qui a permis à un moment ou à un autre d'être dans un ratio intéressant, c'est on avait une très belle marque. Et d'ailleurs, la marque existe toujours. On avait mis en place des super équipes qui, d'ailleurs, après mon départ, ont continué de faire tourner la société. Euh, Après, on avait mis en place aussi de la plateforme qui avait une valeur, qui était un investissement qu'on avait travaillé, qui permettait de vraiment déléguer une partie de l'opérationnel. Et ça aussi, ça avait une valeur incroyable si on l'avait exploité comme il faut. La préparation, on l'imagine en tout cas très intense dans un processus de vente. Pour toi, comment tu t'es préparé et quel pourcentage du deal dépend selon toi de cette phase de préparation? Alors, je pense que le deal, il dépend à 100% de la préparation de la société. Et quand je dis ça, je ramène ça à 2016 où en fait, on n'était pas prêt. Il faut que la société, à un moment ou à un autre, soit dans un état où elle est vendable. Ou en tout cas elle est regardable ou elle est achetable. Et doit même être plus achetable que vendable. Je pense que effectivement cette citation qu'on voit apparaître de temps en temps sur les réseaux sociaux disant une entreprise ça se vend pas, ça s'achète, c'est qu'effectivement on n'était pas achetable en 2016, là on était arrivé en 2020 à une société beaucoup plus structurée, dans laquelle un groupe retrouvait des processus auxquels il était familier et qui faisait qu'à un moment ou à un autre, ils voyaient comment ils allaient nous intégrer. Donc, je pense que c'était une partie importante, c'est que la société, en fait, en 4 ans, on l'a préparée. Et moi, c'est ce que j'appelle effectivement aujourd'hui le fameux scale to sell. C'est comment on a préparé la société pour qu'elle soit à un moment ou à un autre regardable et achetable par quelqu'un. Moi, comment je me suis préparé je pense que dans ma vie de dirigeant, je ne me suis pas préparé. Je ne me suis pas préparé à vivre cette étape. Et d'ailleurs, c'est une des grosses un des gros apprentissages que j'ai fait, c'est que j'ai vécu la vente comme un achèvement, là où en fait ce n'était qu'un point d'étape. Je dis pas ça, enfin je dis ça en ayant vraiment réfléchi à cette partie-là. Moi, je m'étais pas du tout préparé psychologiquement à cette partie-là. Je m'étais pas préparé à être salarié d'un groupe. Je m'étais pas préparé à ce que ça voulait dire. Donc ça, j'étais pas prêt. Par contre, pour vivre le processus d'adossement, oui, là, je m'étais préparé. Je m'étais remis à faire du sport de façon quasi quotidienne pendant les premiers mois du processus. J'étais, je suis insomniaque, en tout cas, je dors peu. J'avais essayé de redormir un peu plus. J'avais pris des vacances dans cette période. Donc je pense que j'étais dans un état plus calme. Et puis, il y avait les équipes, et tu en faisais partie, qui me déchargeaient de l'opérationnel et qui ont fait qu'à un moment ou à un autre, sur le processus de vente, entre l'accompagnement de la banque d'affaires et la structuration de la société, j'étais pas dans un stress de tous les moments. J'ai eu beaucoup de doutes sur le processus et le processus, d'ailleurs, il a été long, vu qu'il a duré il a duré plus d'un an. Mais en fait, oui, j'étais préparé. Tu parles des doutes. Est-ce qu'il y a un moment particulier où tu as douté plus que d'autres? Dans la vie d'entreprise, je pense que c'est à partir de 2015 où j'ai eu le plus de stress. J'ai eu le plus de stress, pourquoi? Parce que en fait, on commençait d'être dans une taille, intéressante. 2015, si ma mémoire est bonne, entre la France et le Canada, on est entre 40 et 50. On fait, quasiment 3 millions de chiffre d'affaires. La rentabilité se dégrade parce qu'on croit beaucoup. On investit dans la plateforme. Donc oui, là, il y a eu des phases de doute à ce moment-là. Puis à ce moment-là, ça correspondait aussi j'avais des enfants, qui commençaient à grandir. Donc oui, il y a un stress qui s'accumule entre le stress familial et le stress, du dirigeant. On est sur des plus gros marchés, on est face à des concurrents qui sont plus structurés. Donc
ça génère naturellement et de l'excitation, mais du stress aussi et il suffit qu'on ait un peu de fatigue pour pas forcément toujours être optimiste, voilà. Et la société grandissant aussi, il y a de plus en plus il y a des problèmes qu'on est amené à traiter qui sont pas forcément des problèmes, qui sont toujours, fun et qui en soi, peuvent déstabiliser. Justement, avec le recul, là, tu as conscience de certaines difficultés. Euh, Qu'est-ce que tu ferais différemment avant, pendant et après la revente de ton entreprise? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Oui, oui. Je pense qu'avant déjà, je pense qu'il y a j'ai parlé des difficultés de communication et effectivement, je pense que c'est quelque chose que j'essaierai de mettre beaucoup plus à plat et beaucoup plus vite. Je suis dans un tempérament qui peut ne pas toujours écouter, qui peut, n'en faire qu'à sa tête, qui peut passer en force et c'est ça qui fait aussi qu'à un moment les choses avancent. Mais d'un autre côté, ça à un moment, ça laisse aussi des blessures, à des personnes qui ont pas l'impression d'être écoutées, qui ont pas l'impression d'avoir leur place. Donc, alors qu'ils ont un rôle prépondérant dans le développement de la société. Donc ça, je ferai plus attention à prendre soin des personnes. Je pense que dans le processus de vente, il y a un vrai sujet qu'on traite souvent très mal ou très peu, c'est comment va se passer l'intégration. L'intégration à court terme et l'intégration à long terme. Euh, Quels seront les rôles qu'on veut, les rôles que l'on veut que ces équipes aient, comment vont se passer les choses. Je pense que c'est la partie la plus difficile, c'est comment on va générer des synergies et pourquoi une entreprise à un moment est amenée à vous acheter, quelle est la raison ou les raisons. Et s'il y a trop de raisons, c'est qu'il n'y a pas de bonne raison. Et s'il n'y a pas de bonne raison, ça veut dire que ça sera difficile de trouver des vraies synergies. En tout cas, on va devoir, enfin, de mon point de vue, en fait, on va passer beaucoup d'énergie à trouver des synergies. Donc peut-être qu'on ne trouvera pas les bonnes synergies. Donc ça, je pense que c'est voilà, réfléchir à l'intégration de façon très avancée durant le processus, c'est quelque chose auquel je ferai attention la prochaine fois. Parce qu'en fait, je pense qu'un peu par peur que les choses n'aillent pas au bout, on ne veut pas investir de l'énergie sur ce chantier-là. Alors que pour moi, c'est le chantier majeur en fait du processus de vente. C'est qu'il faut qu'on trouve à court, moyen et long terme une place dans l'organisation ou pas. Et que si on n'en trouve pas, qu'on le dise dès le début. Moi, une des choses que j'ai très mal gérées et qui aujourd'hui, c'est probablement un de mes plus grands regrets, c'est que comme je n'avais pas conscience de la fatigue que je pouvais avoir, j'ai, on a mis en place un mécanisme de burn-out qui était commun à tous les associés opérationnels, alors qu'en fait, c'était une erreur parce qu'on n'était pas sur les mêmes marchés, on n'était pas dans le même état. Euh, et comme j'ai mal géré mon après, bah voilà, ça a été une problématique dans nos relations d'après. On parle du processus qui est quelque chose de très concret, de très factuel. Après, il y a les facteurs humains. Toi, quel rôle a pu jouer ta sensibilité, ton intuition dans tes prises de décision, que ce soit dans ce processus-là ou dans ta vie entrepreneuriale en général? Alors, moi, je suis instinctif, et ce qui veut dire que je ne suis pas toujours très analytique. Et la force que j'ai eue, enfin la chance que j'ai eue plus que la force que j'ai eue, c'est que j'étais entouré de personnes qui réfléchissaient plus que moi, et qui m'ont tempéré, et qui m'ont, parfois, évité de faire des bêtises. Heu, Même si pour, au final, prendre la même décision, mais d'avoir des personnes qui challengent des intuitions, c'est pas forcément une mauvaise chose. En tout cas, maintenant, c'est comme ça que je vois les choses. Sur le moment, je le voyais pas forcément, je voyais plutôt comme un poil à gratter ou comme quelque chose qui empêche de tourner enfin, qui empêche d'avancer. Hem, j'ai de l'instinct, mais l'instinct il faut pas toujours le suivre. Parfois en tout cas, c'est ce que j'ai appris et notamment dans les années après, c'est que l'instinct pouvait te faire des grosses erreurs
et que l'ego du dirigeant peut lui faire faire des grosses erreurs, en tout cas aussi. Donc je pense qu'il faut avoir de l'instinct, mais il faut aussi avoir des garde-fous internes, externes, et notamment, je pense qu'il faut avoir des garde-fous totalement externes, dans le sens des personnes qui n'ont aucun intérêt à ta réussite ou à ton échec, de façon à donner des conseils sans biais, ou en tout cas qu'on ne perçoive pas qu'il puisse y avoir des biais dans leurs conseils. Ok. Il y a un autre trait de ta personnalité qui est abordé dans une question. On dit de toi que tu es quelqu'un de réservé. Comment tu as géré cela, ce trait de personnalité au cours de ton parcours d'entrepreneur? Alors, effectivement, je suis réservé. C'est pas forcément toujours évident pour tout le monde de savoir ça. Parfois, on peut même dire timide. Hem, je pense que déjà, c'est bien parce que ça évite de dire être réservé, parfois, ça évite de dire des grosses conneries, et on réfléchit un peu plus longtemps avant de les dire. Pas toujours, parce que parfois, pour vaincre sa réserve, vaincre sa timidité, vaincre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on va se faire violence, et du coup, on va être dans quelque chose qui est pas forcément naturel, et du coup, on peut être aussi dans quelque chose qui peut être mal vécu de l'autre côté. Parce que on projette on appréhende le moment de dire les choses ou d'annoncer les choses, et que, elles peuvent être mal, perçues, la façon dont elles les reçoivent. Je pense qu'après tout, malgré tout, ça reste une force à partir du moment où on en a conscience. Hem Et au final, on construit aussi une entreprise qui nous ressemble. Moi, je pense qu'effectivement, le fait que je sois réservé m'a permis, à un moment ou à un autre, d'être plus dans l'écoute, et a permis à des personnes de trouver leur place dans cette organisation qu'elles n'auraient pas trouvé ailleurs. Ok. Il y a des entrepreneurs leaders, il y a des entrepreneurs plutôt vendeurs. Quelle approche au final marche le mieux? Je pense qu'il y a, ça dépend comment dire? Ça dépend des phases. Je pense que tout entrepreneur doit être vendeur, et on ne peut pas être dirigeant si on n'est pas un minimum leader. Après, moi, il y a une chose que je ne suis pas du tout, c'est manager. C'est pas parce que je n'aime pas les personnes, au contraire, je pense que j'adore, les personnes, mais je ne sais pas forcément, je ne prête pas assez d'attention, ou je ne fais pas l'exercice de gestion qui va avec. Inspirer les gens pour les faire avancer dans un but commun, ça m'intéresse. Hem, gérer comment on avance dans ce but commun, c'est pas là où j'ai ma plus grande zone de force. Heu, après, l'entrepreneur vendeur, je pense qu'un entrepreneur doit être tout le temps dans la vente. On est dans la vente de sa boîte, du premier jour jusqu'au jour où on la quitte. Parce il faut la vendre à son banquier, il faut la vendre à ses associés, il faut la vendre à ses clients, il faut la vendre à ses salariés, il faut la vendre aux médias. Donc à un moment ou à un autre, on est dans un exercice de vente permanent. Attention, à un moment ou à un autre aussi, à ne pas croire que la réalité correspond à ce qu'on raconte. Heu, ça, c'est un exercice dans lequel on peut facilement, et un piège dans lequel on peut facilement tomber, c'est de croire que l'entreprise est aussi belle que ce qu'on la pitch, et elle l'est probable elle il y a pas forcément une grande différence, mais de temps en temps, il peut y avoir une différence entre ce qu'on perçoit en tant que dirigeant et de ce que les gens vivent réellement, et on n'a pas forcément envie de tout le temps voir ça. Ça nous amène à une question que tu connais bien et que tu poses à chacun de tes invités. Est-ce qu'il y a une compétence particulière qui est pour toi nécessaire d'avoir quand on est entrepreneur? Bah, j'ai déjà répondu sur la vente parce que pour moi c'est important. Je pense que l'optimisme, c'est une compétence, c'est une qualité qu'on doit avoir, et qu'on doit avoir, pas tout le temps, mais dans la durée. Quand je dis pas tout le temps, c'est que, moi j'aime dire, c'est qu'entreprendre, c'est 15 baffes et un bisou par jour. Donc en fait, en se prenant 15 baffes, on peut pas tout le temps être optimiste. Il y a un moment dans la journée où voilà, mais que chaque matin, il faut se dire que c'est une nouvelle journée, et qu'on est reparti, même s'il y a des moments, de stress,
même s'il y a des moments de doute, même s'il y a des périodes pas faciles à passer, bah, en tout cas, c'est en traitant les problèmes qu'on avance. Et je pense que c'est un de mes défauts, c'est qu'il y a certains moments, j'ai pas voulu voir les problèmes et je les ai plutôt mis sous le tapis en me disant qu'ils se traiteraient d'eux-mêmes. En général, quand ça se passe comme ça, la façon de les traiter est un peu violente. Voilà. Ok. Aujourd'hui, la page Stardust est tournée. Où est-ce que tu en es, toi? La page Stardust s'est tournée de façon bizarre. La page Stardust, j'ai très mal géré ma sortie, j'ai très mal géré même avant ma sortie. Donc, je pense qu'il y a eu une période de remise en question que j'ai pas forcément faite sur le moment, qui a mis du temps à se faire, de rechercher l'énergie. Et je pense que l'énergie, je l'ai retrouvée en fait qu'il y a très peu de temps. Je suis reparti dans plusieurs projets. Le premier projet dans lequel je suis reparti s'appelle Referral Squad. Et parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai vu chez Stardust, la recommandation entre commerciaux, entre clients et commercial fonctionne bien. Donc l'idée de Referral Squad, c'est une plateforme de mise en relation, de façon à être dans un smart business plutôt que dans un speed business. En fait, l'idée, c'est de se dire que en s'apportant des deals et en échangeant des contacts, on se renforce auprès des personnes que l'on prospecte. Euh, Referral Squad n'a pas encore rencontré son marché et j'y travaille. C'est un projet qui m'anime parce que je crois vraiment aux vertus de la mise en relation et de la recommandation. Le deuxième projet, bah, c'est Scale to Sell, dont on parle dans ces interviews. Je pense que Scale to Sell s'appuie vraiment sur ce que j'ai vécu avec une super équipe durant les 4 dernières années de Stardust indépendant, où on a fait grandir la société jusqu'à un moment ou un autre. Elle a pu être intéressante pour un groupe. En tout cas, elle était attirante. C'est quelque chose dont on parle très peu, c'est quelque chose sur lequel il y a très peu de littérature. Il y a beaucoup de littérature sur les startups de façon à scaler une startup, mais maintenant, toutes les entreprises ne sont pas des startups. Toutes les entreprises ont besoin de grandir à leur vitesse, avec des dirigeants qui sont préparés pour cette partie-là. Et donc aujourd'hui, Scale to Sell, l'ambition, c'est vraiment d'accompagner des dirigeants dans la croissance de leur société et la structuration de la société de façon à être intéressant pour un acquéreur ou un investisseur. Je ne suis pas qu'un coach en faisant ça, je suis un dirigeant qui parle à un de nos dirigeants de façon à l'amener à se poser les bonnes questions avec lui et à trouver des réponses. Donc moi, je ne suis pas là pour faire réfléchir, je suis là pour aider. L'idée pour moi de Scale to Sell, c'est que ça devienne une vraie société de conseil avec sa propre équipe qui grossisse. J'ambitionne, tu vois, si on était dans un an entre 6 et 10 personnes, 6 et 10 consultants, je pense que j'aurais atteint mon objectif. Parce que je pense qu'il y a un marché, et notamment dans cette période trouble que l'on vit, euh, se poser en tant que dirigeant avec des personnes qui sont déjà passées par là, c'est toujours quelque chose d'enrichissant, en tout cas qui permettent de mieux préparer le futur. Donc ça, c'est là où j'en suis, c'est là où je me projette. Après, à plus long terme, voilà, je pense que voilà, c'est les deux, Referral Squad et Scale to Sell, ont des positionnements qui se nourrissent, les deux sociétés, enfin en tout cas les deux activités. Et j'espère que je vais pouvoir les amener toutes les deux à rencontrer leur marché. Ok. Merci François. Merci Audrey surtout.